Avant de donner la parole à notre seconde intervenante, puisqu'on a parlé de cerveau et qu'on a parlé d'art, de mémoire, juste une citation de quelqu'un que j'aime bien aussi, qui s'appelle Milan Kundera. Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. Là aussi, c'est passionnant et je pense que notre seconde intervenante va nous parler de plein de choses sur ce sujet-là. Donc je vous demande d'accueillir Océane Détailleur, qui est psychologue clinicienne à Bourges et qui a travaillé notamment pendant de nombreuses années auprès des personnes âgées, de leurs proches et des équipes soignantes. Je vous laisse la parole. Merci. Du coup, bonjour à tous. Merci au CDCA de m'avoir conviée, de me permettre de pouvoir vous présenter ce que j'ai à vous présenter. L'exercice pour moi n'est pas simple, hein. C'est la première fois dans une salle aussi grande avec autant de personnes, donc j'espère que le stress ne va pas m'envahir. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vais commencer par vous présenter la mémoire au fil des années, et notamment avec comment elle va, au niveau de notre cerveau, comment ça va se construire dans l'enfance, au niveau de l'adolescence, au niveau de l'âge adulte, et après au niveau personne âgée. Ok. On va commencer par des situations de la vie de tous les jours, et je vais vous demander, donc là c'est compliqué vraiment en interaction, mais en tout cas essayez de voir si vous, ça peut vous arriver. Et notamment, qu'est-ce que vous pensez de ces situations et est-ce qu'elles sont vraiment liées à l'avancée en âge ? Vous entrez dans une pièce et vous vous demandez « Qu'est-ce que j'étais venue faire déjà ?» Ah, j'entends déjà que ça parle à certains. Vous cherchez vos clés dont vous avez besoin urgemment. Là, il faut que je parte, je les ai mises où ? Vous ne trouvez pas certains mots, pourtant c'est simple, là je l'ai au bout de la langue et il ne veut pas sortir. Vous êtes plus facilement stressé ou angoissé au volant à certains moments, notamment quand il y a les carrefours ou au niveau des ronds-points. Toutes les situations, ce n'est pas lié au vieillissement, hein. Même moi, ça peut m'arriver. Ce sont autant de gênes au quotidien qui peuvent être déstabilisantes, voire angoissantes, parce que là, on va se préoccuper et on va se dire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal ? Ces phénomènes ont-ils tendance à s'accentuer avec l'âge ? C'est la question qu'on va se poser. Et comment notre cerveau, lui, il évolue au fur et à mesure des années ? On va essayer de répondre à ces deux questions-là. On va commencer par le développement du cerveau et de la mémoire au cours de la vie. Donc, le docteur vous a présenté les différentes parties du cerveau et comme ça permettra plus facilement de vous montrer comment ça se développe. À la naissance, ce qu'on sait, c'est que l'essentiel de nos neurones sont créés. Donc, là, moi, je l'ai mis de manière plus schématique. Ouais. Hop. C'est les petites bulles. Les petites bulles, c'est les neurones. Donc, à la naissance, on a plein de petites bulles dans notre cerveau. Et après la naissance, il va y avoir des connexions entre les neurones. Et soit ça va se former, c'est ce qu'on appelle la synaptogénèse, c'est-à-dire que les deux petites bulles vont avoir une connexion et ça va se forger, ou soit ça va disparaître. Les deux petites bulles avaient une connexion et en fait, au bout d'un moment, ça ne nous sert à rien, donc c'est l'élagage. Donc les connexions, elles vont se renforcer ou s'affaiblir au fur et à mesure du temps et en fonction de ce qu'on a besoin dans notre vie de tous les jours. Ainsi, si la taille du cerveau est quasi définitive à 6 ans, le cerveau, lui, il connaît des changements significatifs tout au long de la vie. Et donc, les capacités de modification et même de modulation, elles sont immenses. On verra tout à l'heure ce qu'on appelle la plasticité. Un neurone, c'est souvent connecté à plusieurs milliers d'autres, comme le montrait le docteur tout à l'heure. La mémoire et la petite enfance. Donc, contrairement à une idée reçue, on sait que le nourrisson, il est capable de mémoriser. Il est capable de retenir des informations. Et ce processus-là, il concerne notamment la mémoire dite déclarative. Je suis en capacité de dire. On le voit notamment avec un apprentissage qui est très simple. On va montrer à un enfant de sonner une cloche. On voit que les nourrissons, ils sont capables de les répéter après un laps de temps.
Donc, ils sont capables d'apprendre à faire sonner cette petite cloche. À 6 mois, le souvenir, il reste 24 heures. À 9 mois, il reste pendant 1 mois. Et vers 20 mois, lui, il reste pendant 1 an. Et après, ça part si on ne le ressollicite pas, ce souvenir. Ça, c'est le cerveau d'un enfant. Donc là, vous avez la tête de l'enfant et on va dire que c'est coupé ici. Et c'est la partie du cerveau à l'intérieur que vous voyez. Vers 3 ans, l'hippocampe, donc la partie des souvenirs, comme on disait tout à l'heure, arrive à maturité et permet la formation des premiers souvenirs. Souvent, on va parler d'amnésie infantile. Avant 3 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs, à part si c'est des choses marquantes, voire traumatiques. Vers 7 ans, il y a une formation réticulée qui va se recouvrir d'une gaine de myéline. Donc ça permet l'influx nerveux, donc le message y passe, et ce qui va permettre d'augmenter les capacités d'attention. Et on a vu que l'attention, c'est quand même quelque chose de primordial pour pouvoir bien mémoriser. Entre 6 ans et 13 ans, le langage et les capacités visio-spatiales, donc ça, c'est toutes les informations dans notre environnement, ils vont se développer et ça va être en lien avec le développement intellectuel et les relations sociales, les relations avec les autres. Le fait que dans la famille, il va y avoir une attention particulière pour l'enfant et l'enfant va recevoir pas mal d'encouragement. Ça, on sait que c'est essentiel pour que notre cerveau il se construise au mieux. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un lien entre le comportement au sein de la famille et la taille de notre hippocampe à l'adolescence, donc celui qui permet la mémoire. Et plus précisément, les enfants qui vont être exposés à un vocabulaire riche et à des conversations prolongées, donc avec d'autres adultes, auront plus tard une meilleure mémoire et une meilleure imagination, ce côté créatif. En particulier si les interactions elles viennent de la famille ou du cercle social. Là, on part sur un ado. Donc pareil, c'est la tête de l'ado et on est toujours sur le côté coupé ici. Là, ce qu'on voit, c'est que les lobes pariétaux et temporaux, ils vont arriver à maturation, ce qui n'était pas le cas avant. Et que le lobe préfrontal est encore en développement. Il sera en développement jusqu'à 23-25 ans. OK. Ce sont les noyaux gris centraux et l'amygdale qui vont être très actifs dans le traitement de l'information, qui vont se développer. Traitement de l'information, c'est, je vous dis un truc, et c'est le laps de temps que vous allez mettre pour l'entendre, le comprendre et pouvoir me répondre. Donc si on fait une petite comparaison entre les enfants et les ados, ce qu'on voit en principale différence, ça va être la capacité à raisonner dans l'abstrait. Donc l'abstrait, c'est ce qui n'est pas palpable. Ça va être des notions type la liberté, par exemple. Un ado, il va être aussi en capacité de penser la pensée. C'est ce qu'on va appeler la métacognition. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas forcément bien. Le fameux « je pense que ». Les ados, ils vont être en capacité plus facilement de prévoir et d'anticiper certaines choses et ils vont être en capacité de dépasser les limites conventionnelles de la pensée. Par contre, les ados, eux, ils vont avoir une capacité pour prendre des décisions avec une prise de risque qui est quand même assez prégnante par rapport aux adultes. Donc leur comportement, ça va être des comportements notamment à risque, liés à l'absence de règles explicites et la multiplicité de solutions possibles. Ça, on est d'accord, on n'est pas du tout dans les pathologies, on est vraiment dans la normalité. C'est que les ados, ils vont aller sur une prise de risque qui peut être plus ou moins relative. Par rapport à un adulte qui va d'abord penser à faire les choses et qui va se dire ça va être quoi les conséquences et donc ça sera quoi la meilleure solution. Et on voit aussi chez les ados qu'il y a un développement émotionnel qui est fort avec une recherche de sensations fortes. Donc là on vient sur l'adulte, cerveau de l'adulte.
Le système nerveux et notamment le lobe frontal qui va arriver à maturation, donc vers 25 ans, comme je vous disais. Et les prises de décision, elles vont être davantage réfléchies et il y aura moins de prises de risque. Et de nouveaux neurones vont se créer. Donc la mémoire au fil des années. Là, on a vu un petit peu comment notre cerveau il se construit. On va voir que notre cerveau il a une capacité phénoménale qui est la plasticité cérébrale. C'est la capacité que les neurones peuvent améliorer au niveau des connexions et des transmissions de l'information lorsqu'ils sont stimulés. Et tous les apprentissages, ils reposent sur cette plasticité des circuits de notre cerveau. Je vous explique. Ça, c'est un petit schéma. Moi, j'aime bien prendre l'idée que vous voyez les neurones. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les neurones, c'est comme si c'était adresse 1, adresse B, adresse C, etc. Et qu'on est sur la route. Là, ce qu'on voit, c'est que le petit chemin... Oh mince. Ok. Hop. Ce petit chemin-là, c'est comme un chemin de campagne. Et là, on voit que le chemin de campagne, il devient une départementale. Donc, ça veut dire que la connexion entre les deux neurones, ils sont en train de se renforcer. Là, on voit que la départementale, c'est bien faite. Et on voit que le chemin de campagne ici, il est en train de devenir une départementale. Donc, les connexions sont en train de se renforcer. Et ainsi de suite. Vous voyez ? Et ce qu'on voit, c'est que des fois, il y a des connexions qui sont barrées, comme s'il y avait une route barrée. Et bien, notre cerveau, il est en capacité de faire une déviation, de relier deux neurones qui, de base, n'étaient pas reliés ensemble. Au fil des années, ce qu'on voit, c'est que la synaptogénèse, donc le fait que ça se renforce entre les deux neurones, sont dominants chez les enfants et que l'élagage, le fait que deux neurones enlèvent cette connexion, donc l'affaiblissement des connexions, sont dominants chez l'adulte et chez l'adolescent. Au départ, nos neurones se renforcent et au bout d'un moment, il y a des choses qu'on n'a plus besoin. Donc, il y a un élagage. Mais les plasticités neuronales et vasculaires sont toujours actives et nous sommes même capables de créer de nouveaux neurones à tout âge, c'est-à-dire même adultes et après. L'élimination de connexions neuronales superflues est donc une situation normale, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez oublier. Par exemple, un enfant qui est passionné par les dinosaures, il va avoir une connaissance phénoménale sur les dinosaures et au bout d'un moment, s'il devient, policier, il n'a plus du tout besoin de ces connaissances-là. Donc s'il ne les entretient pas, il y a un moment, c'est poubelle. Seules les synapses utiles vont survivre et vont se renforcer, s'il y en a besoin dans la vie de tous les jours. Leur utilité est déterminée par l'expérience individuelle, donc c'est propre à chacun, et cela, ça va dépendre de notre environnement et des fonctions cérébrales qui vont correspondre aux besoins de notre organisme. Avec l'âge, nous perdons progressivement en plasticité cérébrale et en capacité d'apprentissage. Ça veut dire que le nombre de connexions entre neurones va diminuer, le réseau va être moins dense, la structure de la myéline elle va s'abîmer avec l'âge, et c'est ce qu'on peut voir parfois avec les circuits cérébraux qui vont être moins efficaces et qui peuvent induire des problèmes d'équilibre, de mémoire. Ou juste, on a besoin d'un peu plus de temps, le fameux traitement de l'information. Bien évidemment, on va gagner en fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va optimiser les fameuses voies de départementales qui vont devenir des autoroutes, parce qu'on va avoir plein de connaissances à ce moment-là, et on va compenser avec de nouveaux modes de fonctionnement. Si on parle un peu plus spécifiquement de la mémoire, des fonctions cérébrales et surtout de l'avancée en âge, au fur et à mesure du temps, ce qu'on voit, c'est que les fonctions sensorielles, elles vont avoir tendance à décliner avec l'avancée en âge. Notamment, il peut y avoir des détériorations au niveau des organes sensoriels,
les yeux, les oreilles, et une moindre activation de certaines régions corticales qui vont être dédiées au traitement des perceptions, ce qu'on parlait tout à l'heure d'occipital. Ça va être l'importance déjà de se dire, est-ce que mes organes sensoriels, ils sont OK ? C'est-à-dire, est-ce que ma vue, elle est OK et est-ce que mon ouïe est OK ? Parce qu'à partir de là, on ne peut pas tester la mémoire. Il faut déjà vérifier ces deux notions. OK. Ces déclins cognitifs, ils vont être liés à l'âge et notamment dans 3 domaines principaux. Donc, vitesse de traitement de l'information, ça va décroître. C'est-à-dire qu'on va avoir davantage besoin de plus de temps, de prendre son temps et d'éviter d'être stressé par l'environnement extérieur. Plus on avance en âge, plus le traitement de l'information va être un peu plus long. Et donc, on aura plus besoin de temps dans les échanges, ou en tout cas, dès qu'on va être contraint de vivre une situation stressante, on peut vite perdre ses moyens. Les fonctions qui s'altèrent aussi avec l'âge, ça va être les capacités attentionnelles. L'attention, c'est comme le réservoir de la mémoire. C'est-à-dire que si je ne suis pas concentrée à ce que j'apprends, à ce que je fais, forcément, ça va être compliqué de le voir, de le stocker et de le ressortir après. Ce qu'on voit avec l'avancée en âge, ça va être surtout l'attention sélective, pouvoir repérer une information importante dans un lot d'informations. Et l'attention soutenue, ça va être à peu près la concentration, le fait de rester sur une tâche pendant un certain temps. Donc ça va avoir tendance à diminuer. Et il va y avoir certains types de mémoire. On verra qu'il n'existe pas une mémoire, mais plutôt des mémoires. Ça sera l'autre intervention, juste après. Et dans les types de mémoire qui vont avoir tendance à s'altérer, ça va être la mémoire de travail, donc le fait de faire plusieurs tâches en même temps ou de passer d'une tâche à une autre, et la mémoire épisodique, les fameux souvenirs personnels. On se souvient plus de ce qu'il y a depuis longtemps plutôt que de ce qu'il y a de récent. Et les fonctions qui vont se maintenir, parce que du coup, il y a des fonctions qui se maintiennent avec l'avancée en âge et qui peuvent même se développer. On a la mémoire sémantique, donc les connaissances qu'on a sur le monde et les habiletés verbales. Ça va avoir tendance à se maintenir, voire à se développer. On va voir des personnes qui vont avoir davantage de concepts, de mots, de connaissances sur les choses au travers de leurs expériences de vie, par exemple. On va voir aussi que la résolution de problèmes, elle se maintient, voire elle se développe grâce à l'expérience. Si j'ai été contrainte d'avoir tel problème, la prochaine fois, je saurai à peu près mieux la gérer ou différemment. Et je vais avoir une vision davantage globale plutôt que dans les détails, ce qui va aider sur la résolution de problèmes. Et enfin, la dernière fonction qui va se maintenir, ça va être la mémoire procédurale. Donc ça, c'est la mémoire du faire, savoir-faire, les habitudes, les routines qu'on met en place, lecture, vélo, conduite automobile, tout ça. Et du coup, ça va être quoi les petits conseils ? D'abord, ça va être de continuer à apprendre et mémoriser à tout âge. On peut apprendre à tout âge. Les capacités d'apprentissage d'une nouvelle information, et donc du coup de la retenir, de la mémoriser, elles vont se maintenir avec l'âge. C'est la méthode pour mémoriser qui doit être modifiée. C'est-à-dire, on va d'abord prendre plus son temps. On va d'abord comprendre et bien se connaître, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mieux mémoriser de manière auditive, d'autres, il va falloir qu'ils le regardent. On a chacun un type de mémoire où c'est plus simple. Et il faut forcément prendre du plaisir. Plus vous prendrez du plaisir à faire la chose, plus ça sera facile pour votre cerveau de mémoriser l'information et être motivé forcément. Deuxièmement, ça va être de s'appuyer sur des stratégies de mémorisation, les petits trucs, les moyens mémotechniques qu'on parle souvent. En stratégie, on peut créer du lien avec ce qu'on connaît déjà.
Et donc là, on va faire du lien avec des connaissances qu'on a déjà auparavant. Ça va favoriser l'apprentissage. Donc ça peut être des connaissances générales ou une expérience personnelle. L'autre stratégie de mémorisation, ça va être de s'appuyer sur des connaissances lexicales. Et enfin, utiliser des techniques de catégorisation. Donc les catégories, ça va être de soit les associer, soit les organiser entre elles. Exemple de la vie de tous les jours, la liste de courses. Si je fais une liste de courses un peu en pagaille, si je mets des légumes avec des fruits, avec la viande, avec ceci, je vais moins bien la retenir, ma liste de courses. Par contre, si je mets d'abord, première catégorie, les légumes, deuxième catégorie, les fruits, troisième catégorie, tout ce qui est viande, poisson, œufs, etc., vous verrez que ça sera plus simple et mieux organisé pour vous rappeler des choses. Troisième petit conseil, c'est de croire en ses capacités. On sait que les facteurs psychologiques ils peuvent jouer un grand rôle sur notre mémoire. On voit notamment que le déclin avec l'âge n'est pas aussi grand que ce qu'il est perçu. On a beaucoup de plaintes mnésiques, c'est-à-dire de plaintes de notre mémoire, et quand on les teste, avec les tests de dépistage par exemple, on se rend compte qu'en fait la personne elle a une bonne mémoire, mais elle n'y croit plus forcément. Et donc on voit qu'il y a une sensibilité accrue. Notamment, ce qu'on peut voir, c'est les personnes qui vont être anxieuses, les personnes qui vont avoir une tristesse de l'humeur, un manque d'envie de faire des choses, le côté dépression. Ces émotions-là vont jouer de manière délétère sur notre mémoire. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est déjà omniprésent sur nos préoccupations, le fait que ça cogite ou notre tristesse. Donc, il n'est pas disponible à apprendre l'information là en visu. Et du coup, si vous avez moins confiance en vos capacités, ça a tendance à augmenter les signes de difficulté, à vous mettre en difficulté. C'est une question d'état d'esprit. Les facteurs psychologiques, ils influencent aussi durablement le bien-être de votre cerveau. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être motivé, qui va être curieux, qui va prendre plaisir à apprendre, la mémoire, elle va être plus optimale. Comme je vous le disais, quelqu'un qui va avoir tendance à être stressé de manière chronique, à être déprimé, à être anxieux, ça va jouer sur sa mémoire. Et là, de manière délétère. Ce sera plus difficile de retenir les informations. En conclusion, tout au long de la vie, il faut stimuler sa mémoire et prendre soin de son cerveau, car c'est aussi adopter un état d'esprit positif et une certaine hygiène de vie. Et on peut stimuler sa mémoire tous les jours, c'est-à-dire quand on lit un livre, c'est-à-dire quand on regarde les jeux télévisés, questions-réponses à la télé. Ça peut être tout et n'importe quoi, même la musique, essayer de se souvenir, c'est qui l'auteur ou c'est quel titre, etc. Et donc là, c'est tout le côté ludique. Et donc, du coup, moi, la présentation que je vous fais, les deux présentations, c'est issu d'une association qui s'appelle l'association BrainUp. Donc, c'est une association nationale. Et c'est eux qui créent le contenu. Donc là, ce que je vous présente, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'association. Et donc, nous, on intervient donc sur toutes les questions de prévention de santé. Et c'est une association où on a des sophrologues, des diététiciens, des psychologues, des infirmiers, et j'en oublie peut-être. Et on intervient soit en conférence comme aujourd'hui, soit sur des ateliers en petits groupes sur la mémoire, le sommeil, conduite automobile, etc. Merci pour cette première présentation. Avant de nous montrer comment on peut s'améliorer, je suis sûr qu'il y a plein de moyens. Moi, je retiens déjà une chose positive, on s'améliore avec l'âge, parce qu'il y a eu plein de choses où on se dit, on avance dans le bon sens. Enfin, moi, ça me rassure un peu, en tout cas. Il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui s'améliorent. Quand vous parlez également de la capacité d'attention qui, des fois, peut baisser avec l'âge, mais moi, je connais des gens très, très jeunes qui ont des grandes difficultés d'attention. Complètement. Donc là, sans parler des réseaux ou d'autres choses. Chose importante, le rôle essentiel des organes sensoriels. À une époque où on parle beaucoup de rationalité, c'est bien qu'on leur redonne une vraie place à ces organes sensoriels. Et puis, essentiel également, cette plasticité, cette adaptabilité du cerveau
Là aussi, dans un monde où tout bouge très vite, mais quelque part, c'est au-delà du cerveau, c'est notre être, c'est nous-mêmes qui devons nous adapter en permanence à ce qui se passe. Donc, quelque part, il y a un rapport direct entre le cerveau et l'être humain. Voilà. Je vous laisse continuer. Merci. Du coup, la deuxième partie, ça va être plus sur le fonctionnement de la mémoire. Et donc là, c'est ce que je vous disais, souvent on utilise la mémoire, mais on devrait plutôt utiliser les mémoires. Donc on va voir qu'est-ce que la mémoire, rapidement parce que le docteur en a déjà parlé, donc c'est bien, ça se complète. Et notamment, on va voir les différents types de mémoire et comment l'information, elle est traitée. Première chose, donc ça c'est un avis, c'est « il est inquiétant d'oublier les choses du quotidien ». Selon vous, plutôt ou pas ? Ouais, ça peut être source de préoccupation. Ok. La mémoire, elle est limitée, hein. On ne peut pas tout se souvenir. Et si ça ne nous intéresse pas, si ça ne nous motive pas, si on ne prend pas de plaisir, poubelle. La mémoire, elle est très sélective. Il est important d'améliorer sa mémoire. Selon vous, plutôt ou pas ? Ok. Et l'idée, c'est, mais comment ? Parce que c'est bien, mais... Donc j'ai 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. Première bonne nouvelle, c'est que l'oubli, il est normal et même nécessaire. Notre cerveau, il ne peut pas tout se souvenir. Lui, il va sélectionner l'information qui est pertinente et le reste, poubelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que déjà, si on est conscient de ses propres oublis, c'est un bon signe. Parce que les gens qui ont une pathologie, ils ne vont pas vraiment se rendre compte de la pathologie. Et le fait des fois de se dire « je sais que je sais, quelque chose, mais là, ça ne me revient pas », c'est une bonne nouvelle. Okay ? Et souvent, ça revient bien après ou pendant le sommeil, le meilleur moment. Et la dernière nouvelle, donc la mauvaise, ça va être de stimuler sa mémoire. Ça demande de l'effort, hein, et de l'énergie pour notre cerveau. Donc, c'est comme des routines à mettre en place, en fait. Et c'est une démarche qu'on va découvrir là. OK ? C'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Hein. Qu'est-ce que la mémoire ? Donc la mémoire, c'est une capacité qu'a notre cerveau d'enregistrer de nouvelles informations qu'il ne connaît pas, de les consolider ou de les stocker quelque part dans notre cerveau pour pouvoir les évoquer plus tard, récupérer l'information et la dire ou la faire. Il va exister plusieurs mémoires selon le délai de maintien de l'information dans notre tête. Donc ce qu'on a vu, c'est que organes sensoriels, les yeux, les oreilles, hyper important. Si je ne perçois pas l'information, impossible de la mémoriser. Ensuite, il va y avoir la mémoire sensorielle. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans notre cerveau, comment l'information elle est traitée. Il va me falloir forcément de la concentration, de l'attention soutenue pour pouvoir bien être à ce que je suis en train de faire et pour que ma mémoire elle puisse travailler cette information, donc mémoire à court terme, mémoire de travail, pour qu'ensuite, je puisse la récupérer dans mon cerveau et la redonner. Là, on est plus sur de la mémoire à long terme. Donc, la mémoire à court terme, il va s'agir d'un stock temporaire et limité d'informations. On retient à peu près 5 à 9 éléments en mémoire à court terme. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Et elle permet la réalisation de tâches pour un traitement immédiat. Si par exemple on est au téléphone et puis on commence à discuter et on se dit un tel, j'aimerais bien discuter avec elle, mais j'ai perdu son numéro. Bouge pas, je l'ai, je vais te le donner. Un numéro de téléphone, on est sur 10 informations, 10 chiffres. Comment on fait là pour le retenir ? En fait, pour retenir le numéro, on va le retenir en numéros, c'est-à-dire 2 chiffres par 2 chiffres. On aura 5 informations à retenir. Et ça, quand vous faites ça, en même temps que vous êtes au téléphone, vous faites travailler votre mémoire à court terme. Et dès que je raccroche, hop, je les note. Ou il y en a qui notent en direct. Ok, on note en direct. Concernant la mémoire de travail, elle permet de maintenir temporairement une information et de la manipuler pour pouvoir exécuter une tâche cognitive. Waouh,
Grosse phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on se remémore, on est à l'école et on essaye de faire du calcul mental. En fait, le calcul mental, c'est de la mémoire de travail. Quand la maîtresse va me dire un calcul mental, dans ma tête, il va falloir que je perçoive les deux nombres ou chiffres, l'opération à faire, et en même temps, il faut que je fasse l'opération dans ma tête pour pouvoir la redonner. Donc, je capte l'information, je la traite et je la ressors. Donc ça, on en a besoin quand on raisonne, quand il y a du calcul mental, quand on converse avec quelqu'un. Le fait que je vous parle, vous entendez, vous essayez de comprendre, de retenir 2-3 trucs, et si on était en conversation, ça serait de pouvoir me répondre de manière adaptée, pas à côté. Et c'est la même chose quand on apprend une nouvelle information. On a besoin de cette mémoire de travail. Mémoire épisodique. Donc ça, c'est la mémoire des souvenirs personnels, de ce que je vais vivre au cours de ma vie. Et la mémoire épisodique, sa spécialité, c'est que je vais me souvenir de quand ça s'est produit et de où. Si vous avez des souvenirs marquants, exemple pendant l'enfance, je vais me souvenir marquant. Quand j'étais petite, je partais toujours en Vendée. Souvenir marquant, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec mes parents. Et là, j'arrive même à me transporter dans le moment, tellement c'était un bon moment. Donc potentiellement, pour vous, vous avez d'autres souvenirs qui ont été marquants et que si on en parle, vous pouvez même limite les revivre. Et ça, c'est la capacité de cette mémoire-là, c'est de voyager mentalement dans le temps, comme s'il y avait un flashback en arrière et qu'on y était, quoi. Et cette mémoire, elle nous permet aussi d'intégrer ces informations passées dans des projets futurs. Exemple, je rencontre quelqu'un, c'est l'amour de ma vie, et projet futur, mariage. Exemple, caricature, mais voilà. Et cette mémoire-là, elle nous permet de nous adapter au niveau de notre comportement. La mémoire épisodique, comme on disait tout à l'heure, c'est une mémoire qui est fragile avec l'avancée en âge. Elle va perdre son efficacité au fil des années. Et par exemple, les choses, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Poubelle. Okay. Ça va être vraiment des choses très marquantes qui vont rester dans cette mémoire des souvenirs personnels. La mémoire sémantique, elle, ça va être toutes les connaissances et les savoirs qu'on a sur le monde et qu'on a appris à l'école ou à la fac ou qu'on a appris dans un contexte bien précis. Exemple, savoir qu'un chat, c'est un chat. Et cette mémoire des mots, des idées, des connaissances sur le monde, elle va être indépendamment du contexte dans lequel j'ai acquis cette connaissance-là. Ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui, je sais qu'un chat est un chat, mais en même temps, vous me dites où est-ce que j'ai appris ça et quand? J'en sais rien. Okay. Ce qui n'est pas le cas de la mémoire épisodique juste avant. Et on sait que cette mémoire sémantique, elle est moins vulnérable, elle se maintient, voire elle est vraiment pas mal avec l'avancée en âge. On a davantage de connaissances sur le monde, d'expériences au quotidien. La question qu'on peut se poser, c'est « Ok, la mémoire, c'est bien, on voit que ça fluctue, mais en fait, comment on mémorise? Ça se passe comment dans notre quotidien ?» On va partir d'un exemple, se souvenir d'un événement personnel. Et avant de vous présenter un élément personnel, ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire, elle va passer par 3 étapes. Et ça va être les étapes principales pour pouvoir ensuite bien récupérer l'information, donc le souvenir. D'abord, je vais voir l'information et je vais l'encoder, je vais l'enregistrer. Ensuite, je le stocke, comme si je le rangeais dans une case, pour qu'après, je puisse le récupérer au moment opportun. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise notre mémoire, on peut soit rappeler de manière spontanée une information. « Ah, c'est vrai, à ce moment-là, il s'est passé ci, ça, ça. » Soit on peut avoir entendu un indice, exemple, ma liste de courses, j'avais quoi dans les légumes? Hop, légumes, ça me fait penser à poivrons, tomates, etc. Soit sinon, je vais reconnaître. Je vais voir quelqu'un et je vais le reconnaître.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On croise quelqu'un dans la rue ou en faisant ses courses. Et en fait, on est très embarrassé parce que cette personne, elle nous dit « Hey, coucou, comment tu vas ?» Et nous, on ne la resitue pas trop, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène, alors je ne dirais pas en anglais, parce que je n'ai pas un bon anglais, mais c'est le phénomène du boucher dans le bus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette personne-là, on ne la resitue pas parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Si c'est, par exemple, quelqu'un que j'ai vu, je sais pas, une ancienne collègue, et que je la vois chez le médecin, je ne vais pas du tout la resituer dans le contexte. OK ? Et donc, nos capacités de mémoire, elles sont liées aux techniques de mémoire, donc ces fameux trucs et astuces pour retenir plus facilement en mémoire, au fait de comment j'ai organisé l'information, est-ce que j'ai utilisé ces catégories ou pas, et à l'attention que j'ai portée à l'information quand j'ai dû la mémoriser. C'est-à-dire que si je n'ai pas fait attention, si j'étais préoccupée, si je n'étais pas vraiment motivée à retenir l'information, bah souvent elle va être plus difficile à récupérer. Et du coup, où vont se cacher ces souvenirs? L'information, elle n'est pas stockée sous une forme globale dans un endroit bien précis de notre tête. On va dire que ce souvenir-là, c'est pas un livre qui va être rangé dans une bibliothèque, et voilà. C'est comme si votre souvenir, il va être conservé comme un livre éclaté, en chapitres, et dont toutes les pages, eux, ils vont être répartis dans certaines régions de votre cerveau, selon la zone qui est en adéquation. Donc, selon les modalités impliquées, certaines parties du cerveau vont être activées. Si par exemple, au niveau des émotions, c'est un moment où j'ai beaucoup d'émotions, soit de joie, soit de tristesse, ben on sait qu'il y aura une partie du livre qui sera rangée ici. Cette répartition, elle rend le souvenir plus robuste, mais aussi parfois plus difficile à restituer. Je vous montre. Le souvenir, ça va être les roses. Je reviens. 80% de notre cerveau, il va être impliqué dans la mémoire. Et si on prend l'exemple des roses. Quand j'étais petite, moi, j'allais chez mes grands-parents. Et chez mes grands-parents, il y avait une allée de roses. Et rien que vous en parler, l'odeur de la rose, elle me revient. Donc ça, c'est une partie de mon cerveau. Un des chapitres éclatés. Le plaisir de pouvoir longer cette allée, mais surtout d'aller voir mes grands-parents. La forme de la rose, la couleur, la position, c'était bien en allée. Et bien évidemment, quand on est attiré par quelque chose qui est belle et qui sent bon, on a envie de la toucher. Et ça piquait. Donc vous voyez que là, dans mon cerveau, mon souvenir, il n'est pas juste rangé à une place. On a tous les chapitres de ce que je me souviens éclatés dans mon cerveau. Odeur, plaisir, forme, couleur, position, piqûre, et tout ça, ça forme le souvenir. Toutes les différentes entrées dans lesquelles j'ai formé mon souvenir. Donc pour bien mémoriser, en fait, oui, on a besoin de la mémoire, mais on a surtout besoin de nombreuses autres capacités cognitives pour mémoriser. On a besoin de voir ou d'entendre, tout ce qui est perception, observation. On a besoin de faire attention, de se concentrer à ce moment-là. On a besoin qu'au niveau des émotions, ça ne soit pas trop en pic, les montagnes russes, il ne faut pas forcément être trop préoccupé ou trop triste, etc. Être motivé à retenir cette information-là à ce moment-là. On a besoin de notre langage, de nos connaissances pour comprendre un peu ce qui se passe. On a besoin de la logique et du raisonnement pour pouvoir s'adapter après. Et on a besoin de nos capacités visio-spatiales. Comment ça se met en place dans notre environnement. Donc en fait, on a besoin de plein de capacités différentes pour que notre mémoire elle soit optimale. Bon, c'est la théorie. Mais du coup, nous, on veut savoir comment stimuler ma mémoire là dans ma vie de tous les jours. Déjà, premier conseil, c'est de donner de la couleur à vos souvenirs.
Vous voyez, comme je vous ai parlé des roses chez mes grands-parents, c'est de pouvoir utiliser ces différentes capacités pour renforcer ce souvenir et pour qu'il soit plus facilement accessible. Il faut, deuxièmement, que vous peigniez l'information à votre manière. C'est-à-dire que la mémoire, le souvenir de quelque chose qu'on vit, il y a une dimension personnelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on vit la même chose et on essaye de la raconter au reste de la famille ou à des amis, peu importe. Et en fait, on n'a pas du tout la même version. Bon, il y a 2-3 trucs qui collent, mais tout le reste, c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est comme si on prenait la situation et que moi, j'étais ici, de mon point de vue, et que vous étiez là, de votre point de vue. Donc, au milieu, il y a des choses qui vont se toucher, mais moi, comment j'ai ressenti et vécu le moment, c'est pas la même chose que vous. Et il y a tout le côté émotionnel, etc. Et le dernier, ça va être vous pouvez vous en souvenir davantage, notamment si plaisir, motivé, et c'est important. De plus, savoir mieux mémoriser, c'est aussi se connaître et comprendre comment fonctionne mon cerveau. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'entendre pour se souvenir, d'autres personnes qui vont avoir besoin de lire, d'écrire, etc. Les capacités, elles sont propres à chacun. En gros, c'est comme si on avait tous une bonne mémoire, mais qu'on ne l'utilisait pas de la même manière pour qu'elle soit optimale. Et d'utiliser aussi une approche métacognitive. Donc ça, c'est le fameux « je sais que », etc. Par exemple, si on a une pensée positive, parce que ça joue sur notre mémoire, c'est de se dire « je sais comment je fonctionne, et donc je m'adapte en conséquence, et du coup, je vais y arriver ». Et souvent, ça fonctionne davantage que « il y a déjà tout ça à apprendre, bon, ça m'enquiquine un peu, et en plus… » je ne suis pas sûre de moi, là. OK ? Donc, par exemple, se dire ce qu'on a fait, ce qu'on fait ou ce qu'on va faire, ça peut aider votre mémoire. Parce qu'en plus, votre attention va être focalisée là-dessus. Si on reprend notre schéma, encodage, j'enregistre. Si j'utilise la métacognition, je vais me dire, en gros, je sais comment je peux faire pour enregistrer cette information. Je vais y arriver. Et donc là, vous allez créer des indices. Vous allez essayer que le souvenir ou l'apprentissage que vous allez avoir à faire, de pouvoir le lier avec ce que vous connaissez déjà. Donc là, vous donnez des couleurs à l'information. Vous créez un souvenir complexe, et c'est-à-dire que vous le créez en différents souvenirs, en différents chapitres éclatés dans votre cerveau. Ensuite, il va y avoir le stockage, le fait d'enregistrer et de garder en mémoire. Là, ça va être de se dire, je sais que je possède cette information, elle est quelque part. C'est cette fameuse personne que j'ai rencontrée, je sais que je la connais, mais du coup, je n'arrive pas à me resituer. Et récupération, donc pouvoir capter l'information dans ma tête et la redonner, ça va être, je sais comment je peux récupérer l'information. Ma liste de courses, je sais que je vais réussir à la redonner parce que je l'ai fait en catégorie. Et donc, du coup, je vais d'abord commencer par les légumes, puis les fruits, puis viande, etc. Donc, en fait, vous allez vous appuyer sur vos indices et du coup, vous allez réussir à visualiser l'information plus facilement. Donc, ça va revenir plus facilement. L'entièreté de l'information peut revenir au fur et à mesure. N'oubliez pas, il faut prendre le temps. Parce que souvent, plus on s'agace, moins ça revient. En conclusion, il y a 7 conseils que je vous donnerai pour pouvoir répondre à cette question, comment stimuler sa mémoire. Ça va être, premièrement, cet aspect positif. Soyez curieux, soyez positif, vous allez y arriver, prenez le temps. Ce qu'on sait, c'est que la méthode pour apprendre, c'est vaut mieux apprendre une petite information plusieurs fois, c'est-à-dire un petit peu aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain. Et dès que je sais déjà cette première information, je rajoute de l'information, plutôt que d'essayer d'apprendre tout en 2 heures et le lendemain se souvenir de 2-3 mots, quoi. OK ? Deuxièmement, c'est connaître son propre fonctionnement de la mémoire. Il est propre à chacun. Mieux vous le connaîtrez et plus ça sera une force.
Troisièmement, apprenez. On peut apprendre à tous les âges de la vie. Donc apprenez les nouvelles informations si vous êtes motivé, si ça vous donne du plaisir et surtout croyez en vous. Quatrièmement, pratiquer des activités physiques régulières. Ça, on sait que c'est bon aussi bien pour le moral, pour le corps, pour plein de bonnes choses. Et on sait aussi que si vous commencez à mettre une habitude de vie type activité physique, adaptée, hein, on ne va pas courir le marathon demain, mais un truc adapté, on sait que ça nous donne davantage confiance en soi et davantage on a envie de mettre d'autres choses en place. Cinquièmement, respecter la chronobiologie de son cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot, chronobiologie ? Ça veut dire qu'en fait, il y a un moment pour tout. C'est-à-dire que si je vous donne une nouvelle information, vous êtes motivé, ça vous donne du plaisir, mais que vous vous y mettez à 23h du soir, c'est pas sûr que votre mémoire soit optimale. Ou que vous vous y mettez juste après avoir mangé, au moment où on pique un peu du nez, là. Donc, forcément, c'est pas le meilleur moment. Souvent, le meilleur moment, on est sur 10h, 10h30, 11h, en fin de matinée. Là, au niveau de notre cerveau, c'est le top. Sixièmement, équilibrez votre alimentation de tout et en quantité adaptée. On est dans le cadre prévention de santé, hein, comme le sport. Et surtout, moi, si j'avais une chose à vous dire, se faire plaisir et votre mémoire, elle sera au mieux de sa forme. Merci à vous de m'avoir écouté sur ces 2 présentations. Merci beaucoup. Super intéressant, tout s'est bien passé en fait. Ça va. Il y a un bon public. Avant de donner la parole à la salle, je retiens de ça des choses super. Là. Quand j'ai mis la mémoire est normalement sélectif, et j'ai fait un grand ouf. Parce que ça rassure quand même. Hein. Complètement. Je me suis dit aussi qu'aujourd'hui, en fait, c'était un atelier de stimulation de la mémoire, puisqu'on avait l'ouïe, la vision, l'attention. Donc là, on a tous bossé, grâce à vous. Le fait que stimuler, ça doit jamais être une contrainte, mais un jeu permanent. Exactement, ouais. Et jouer, ce n'est pas réservé uniquement aux enfants. Non, et puis on peut le faire de différentes manières. Et puis j'ai noté aussi bien retrouver ses souvenirs dépend du bon sens au sens sensoriel. Ne jamais les oublier. J'aimais bien la notion de bon sens. Ouais. Et une dernière chose, la notion de couleur. Donner des couleurs. On dit des fois donner des couleurs à la vie, mais là on donne des couleurs à la vie et à nos informations en mémoire. On fait le lien entre les deux. Voilà ce que personnellement j'ai retenu.